Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet événement test d'algo, mode d'emploi. Guillaume, si tu peux passer à la prochaine slide. Donc, on est sur la plateforme Zoom. N'hésitez pas, donc voilà, vous pouvez voir l'affichage en haut à droite, vous pouvez le mettre en mode galerie, passer en mode plein écran. Donc, n'hésitez pas également à essayer les différents modes pour voir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie Q&A. On prendra du temps à la fin pour y répondre. Et voilà, comme dit, a priori en mode galerie, pour plus de lisibilité, vous aurez une meilleure vision. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous présenter très rapidement qui est Sphère. Et nous, chez nous, on utilise pas mal l'algo, et notamment dans notre process de recrutement. On fait du pair programming en algorithmique, c'est une des épreuves. Et donc, du coup, l'idée, c'est tout simplement de commencer avec Jérôme qui fera l'analyse et la résolution d'un algo concret. Ensuite, nous aurons Simon et Guillaume qui feront comme un test de recrutement chez nous, un test d'algorithmique en pair programming. Ensuite, nous aurons Laura et Guillaume qui viendront partager leur retour d'expérience sur comment ils utilisent l'algorithmique au quotidien. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. Alors, du coup, Sphère, donc voilà, alors les intervenants, ils sont là. Vous allez ensuite les voir. Vous pouvez leur écrire sur LinkedIn. N'hésitez pas. Chacun se présentera avec sa stack technique, leur nombre d'années d'expérience, etc. Donc, ça va venir dans pas très longtemps. Et juste avant, je vais vous présenter rapidement qui est Sphère. Alors, Sphère, c'est une ESN qui est experte des technologies innovantes. On est sur le développement applicatif et on est aussi sur les sujets du cloud et de la data. On est 800 salariés, dont 700 développeuses et développeurs. On est vraiment une boîte de tech. Et voilà, donc on a des agences à Paris, au Luxembourg, à Strasbourg, à Lille, à Nantes et à Bordeaux. Et je vais juste vous parler 2 minutes de nos valeurs. Nos valeurs, la première, c'est l'excellence. L'excellence dans le sens, l'endroit où on a envie d'aller. Et donc, on recherche toujours chez nous des personnes qui ont envie de s'améliorer et de progresser dans nos équipes engineering, mais on l'applique à toutes les autres endroits dans l'entreprise, au recrutement, marketing, au commerce, etc. On a une très forte culture de liberté et responsabilité. On laisse vraiment à chacun la liberté d'entreprendre. Mais par contre, responsabilité pour ne pas mettre en danger l'institution Sphère. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, tous les développeuses et les développeurs ont le droit d'aller en conférence. Il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation pour speaker. Mais dans ce cadre-là, on parle au nom de Sphère, on engage notre image et donc on a des responsabilités. Et du coup, on a également une valeur qui est la bienveillance, parce que si on veut aller vers l'excellence et si aussi on veut être libre, si à chaque fois qu'on fait une erreur, on se fait taper sur les doigts, ben ça ne va pas. Et donc, du coup, on a mis en place chez nous un cadre bienveillant pour permettre à chacun de tenter des choses et de se tromper, et ça, c'est pas grave. Et la dernière valeur qui nous est chère, c'est la diversité. Donc déjà, il y a la diversité de genre. C'est vrai qu'il y a peu de femmes chez nous dans l'IT. C'est difficile d'avoir la parité, mais on veut que chez nous, les femmes se sentent bien. Et du coup, en tant qu'homme, tout le monde, voilà, de faire attention à ce que les femmes se sentent bien. On a aussi une diversité de cultures. On a 29 nationalités, une diversité de cultes, même si on ne fait pas de prosélytisme. On a également une forte diversité de cursus académiques. Chez nous, on a des autodidactes où on a également des personnes très diplômées. Ça ne fait pas de différence pour nous à partir du moment où il y a un bon niveau technique. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la main à Jérôme. On organise énormément d'événements. Et du coup, Lisa, dans le chat, va vous partager le lien vers nos événements. Comme ça, vous pourrez vous inscrire à certains si ça vous intéresse. Bonjour Jérôme, je te laisse la main, Bonjour. je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jérôme Grignon, donc je suis développeur chez Sphère depuis 2 ans. Je fais partie de ces profils un peu plus atypiques dont parlait Vanessa, puisque moi, je suis issu de la reconversion professionnelle. Donc, il y a de cela 4 ans, en fait, je ne connaissais rien au développement informatique. Je travaille principalement sur des technologies front. Comme
tout développeur de technologie front, j'utilise beaucoup d'open source. Je suis très consommateur, mais je suis aussi très contributeur. Et c'est une démarche qui m'amène du coup au quotidien, non seulement à développer l'algorithme, mais également à consulter, le comprendre et le changer, voire l'améliorer sur différents projets. Et donc c'est un petit peu ça aussi la force de l'algorithme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de GeoHash, justement. On ne va pas partir d'un algorithme au début, on va parler de quelque chose qui existe pour voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Quand on parle d'algorithme, quand on veut créer un algorithme, on passe par différentes étapes d'itération. La première, c'est de s'assurer que notre algorithme fonctionne. Deuxième, c'est de s'assurer finalement qu'elle fonctionne vraiment bien, qu'elle couvre tous nos cas, des cas qu'on avait bien prévus à la base, mais des fois des cas des cas supplémentaires qui vont arriver par-dessus. Et une dernière étape qui est celle de l'optimisation de notre algorithme pour s'assurer que son exécution soit la plus rapide possible. Et il se trouve que dans certaines situations, cette optimisation, cette question de rapidité, elle soit au cœur de la raison d'être d'un algorithme, parce qu'il va nous permettre de débloquer finalement des solutions techniques autour. C'est le cas de notre exemple d'aujourd'hui. Notre exemple d'aujourd'hui, ça va être un avertisseur de radar. Un avertisseur de radar, c'est quoi? C'est un utilisateur qui, en déplacement dans l'espace, va se retrouver du coup au milieu de différentes positions géographiques sur lesquelles on va avoir un radar. Et donc, notre enjeu sur une application, c'est de s'assurer que très rapidement, on puisse fournir du coup à cet utilisateur en mouvement la localisation des points qui sont à proximité de sa position. Quand on pense à un accès très rapide à une base de données pour des questions de performance et de scalabilité, on pense très naturellement aux bases de données de type colonne, comme Redis ou Cassandra. Notre problématique, c'est que la localisation dans l'espace, c'est une longitude et une latitude. Et avec ce type de base de données en clé-valeur, on ne va pas pouvoir comparer plusieurs colonnes. Et donc, finalement, notre enjeu est là, c'est, avec GeoHash, de pouvoir passer d'une représentation de l'espace en 2 dimensions, notre longitude et latitude, à une représentation en 1 dimension. Et donc voilà, on va parler de GeoHash. Alors, on passe inévitablement par la petite étape Wikipédia. Je vous inviterai fortement à aller jeter un coup d'œil plus tard pour plus d'informations. Et donc GeoHash, c'est un système d'encodage de localisation géographique. L'idée étant bien de passer de 2 dimensions à 1 dimension. Cette dimension unique, en fait, est une chaîne de caractères, de lettres et de chiffres. Et donc, on passe de notre latitude et notre longitude à une chaîne de caractères, représentant ici, comme par exemple, les locaux de Sphère à Paris. Comment on va coder un GeoHash? Donc, nous partons de notre latitude et notre longitude. Sur celle-ci, nous allons faire une étape de dichotomie, l'intérêt étant d'arriver à un code binaire. Et à partir de ce code binaire, qui est finalement en base 2, nous allons transformer en base 32 pour arriver à notre chaîne de caractères. Comment ça se passe un peu plus visuellement? Nous avons un point localisé dans l'espace et nous voulons avoir justement son GeoHash. Nous connaissons sa longitude et sa latitude. Nous allons, par dichotomie, diviser l'espace en 2 en commençant par la longitude. Si notre point est dans la partie de gauche, nous allons commencer à incrémenter notre code binaire par un 0, si dans la partie droite par un 1, ce qui est un 0. On continue la dichotomie en passant cette fois-ci sur le calcul de la latitude. Si le point est en haut, on continue l'incrémentation par un 1. Si le point est en dessous, par un 0. Et on reprend sur la longitude, et ainsi de suite, on va alterner sur longitude et latitude. Quand on arrive à 5 éléments dans notre code binaire, on va effectuer notre calcul de conversion pour passer en base 32. Nous avons déjà un espace qui est plus limité, et on peut continuer à opérer pour être de plus en plus précis par rapport aux besoins qu'on va avoir dans l'application. Pour décoder un GeoHash, on reprend notre GeoHash, notre chaîne de caractères, on reprend notre conversion sur notre base 32 pour passer en base 2. Nous avons notre code binaire qui en ressort, et par dichotomie, nous retrouvons cette fois-ci non pas juste une latitude et une longitude, mais une latitude minimum, une latitude maximum, une longitude minimum et une longitude maximum. Maintenant, un petit exercice de code pour montrer ça. Pour réaliser donc cette étape de décodage, je vais avoir besoin d'une fonction qui va prendre en paramètre notre GeoHash, qui est une chaîne de caractères.
ce que je vais manipuler, ce sont 4 informations. Ce sont donc les informations dont je parlais, la latitude minimum, la latitude maximum, la longitude minimum, la longitude maximum. Pour le cas de notre exemple, nous allons prendre les extrêmes d'une carte du monde. On pourrait limiter sur une zone plus petite en fonction du cas. Et puisque ce sont ces données-là que je vais manipuler, ce sont également ces données-là que je vais retourner en sortie. Notre GeoH étant une chaîne de caractères, je vais donc boucler sur chaque élément pour le récupérer. Et c'est à cette étape-là que je vais commencer ma conversion. Pour passer de base 32 en base 2, je vais avoir besoin d'une représentation qui va me permettre de faire la conversion. Ici, le choix était de créer une map avec en clé notre caractère en base 32 et un array de 0 et de 1 pour la conversion en code binaire. Et donc, maintenant que j'ai ma map de définie, il faut que je fasse la conversion en utilisant du coup le caractère en particulier. Je vais récupérer du coup l'information code binaire. Exemple pouvant être cela. Alors, on a sous format d'array. On a fait le choix de faire sous format d'array puisque ça va nous permettre assez facilement de pouvoir boucler également sur chacun de ces bits de ce code binaire constitué de 5 chiffres. À partir de là, nous allons avoir besoin, comme on montrait dans l'exemple, d'alterner entre le calcul de la longitude et le calcul de la latitude. C'est pour des questions de performance, ça permet plus facilement de pouvoir isoler des états. Pour cela, je vais avoir besoin d'une variable locale sur laquelle je vais alterner sa valeur. Une fois true, une fois false, à chaque itération sur chacun de nos bits. Et donc, c'est ici que je vais faire ce calcul alternatif. La première fois, je vais calculer la longitude, puisqu'on commence à true. Une fois que c'est réalisé, on va changer sa valeur pour passer à false. Et à chaque itération, on va alterner ce calcul. En commençant du coup, à ce moment-là, sur notre dichotomie sur la longitude, je vais avoir besoin de ma longitude médium. Ça va me permettre, grâce à cette longitude médium, de pouvoir redéfinir la zone de la carte que je vais garder, soit la partie gauche, soit la partie droite. Et donc, pour cela, je vais aller identifier du coup la valeur de mon bit. Mon bit étant à 0 ou à 1, je vais faire une évaluation comme sur un booléen. S'il est égal à 1, je vais changer la valeur demi-longue en récupérant la valeur du milieu, c'est-à-dire que je vais garder la partie droite de ma carte, et dans le cas, je vais garder ma partie gauche. Ici, on garde la partie droite. Ici, on garde la partie gauche. Et donc, bien sûr, à chaque itération, on va bien changer du coup la valeur de compute longue. Si, du coup, nous passons compute longue égale à false, on passe dans le else. Dans ce cas-là, on calcule la latitude. Même travail, nous allons avoir besoin de la calcul de la latitude moyenne pour pouvoir recalculer la partie de la carte qu'on va garder, la partie haute ou la partie basse. Nous allons avoir besoin, encore une fois, d'aller évaluer la valeur du bit. Et dans ce cas-là, nous allons donc, si le bit est égal à 1, nous allons garder la partie inférieure. Et dans l'autre cas, partie supérieure. Et donc, nous allons étirer jusqu'à avoir fini d'aller boucler sur chaque élément de ma GeoH. Pour reprendre, nous avons notre GeoH en entrée. Nous définissons les limites de notre carte, soit le carte de monde, soit une zone plus petite pour commencer. Nous avons une valeur qui va permettre de pouvoir jouer avec la dichotomie. Notre GeoH étant une chaîne des caractères, on va aller boucler sur chacun de ces caractères. Nous allons faire la conversion en base 32 sur chacun des éléments, du coup,
donc compris entre 1 et x, nous allons aller faire notre dichotomie. Dans le tout premier cas, donc, la longitude, on prend la longitude moyenne, on garde la partie de droite si le bit est égal à 1, on garde la partie de gauche si le bit est égal à 0. Et on refait le même travail du coup sur la latitude en alternant à chaque fois. Et donc, ce calcul va nous permettre de décoder un GMH. Il y a plusieurs types d'implémentations qu'on va pouvoir faire sur ce type d'algorithme. Comme je vous disais, on a les limites. On a également la façon d'exprimer notre base, code de base 32. On a plein de petites alternatives qui vont se présenter. Ici, sur un exemple simple, on est sur des segments de cartes qui vont être carrés. On a des segments qui vont être une recherche de segments hexagonaux sur des systèmes un peu plus complexes pour s'approcher au maximum d'une représentation sphérique, finalement, de la zone qu'on va identifier. C'est fini pour moi. Je vais laisser du coup la main à Guillaume et Simon qui vont vous parler de la façon dont nous faisons notre test d'algorithme chez Sphère. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation super intéressante. Et bonjour à tous. Moi je suis Guillaume Jacoutot de Sphère Strasbourg. Je suis sphérien depuis 5 ans en tant que chef de projet et team leader et je suis aussi évaluateur sur la thématique de l'algorithmie. Mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner un aperçu de la façon dont se passe un entretien d'algo chez Sphère, c'est-à-dire comment à partir d'un problème construire un algorithme qui va apporter une solution. Et pour ça, je vous propose d'accueillir notre candidat du jour, Simon, avec qui on va résoudre un petit exercice d'algo. Bonjour à tous, je suis Simon Lapersonne pour ma part, donc je suis chez Sphère Lille depuis 5 ans en tant que développeur et ML Engineer. Je suis également donc, évaluateur sur les tests d'algorithmique, à peu près depuis mon arrivée chez Sphère. Et je suis également formateur, mais aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un candidat. Et donc, c'est parti. Bonjour Guillaume. Salut Simon, tu vas bien? J'avoue que je suis un petit peu stressé. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, mais bon, ça va. Et vous? Ça va bien, merci. Alors déjà, ce que je te propose, si ça te va bien sûr, c'est qu'on se tutoie, ce sera plus sympa pour échanger pendant notre heure. D'accord, je vais essayer de te tutoyer. Alors, est-ce que tu sais comment va se passer notre entretien? J'avoue que je ne sais pas trop. Alors, l'algorithme, c'est à la base de tout développement. On a un problème et ce qu'on cherche, c'est comment écrire le code, l'algorithme qui va nous apporter une solution. Je vais donc te demander d'écrire un algo et pour la partie pratique, n'importe quel outil, un éditeur de texte ou un IDE, et tu partages ton écran. Par contre, je t'ai perdu, je ne sais pas si c'est moi qui ai des problèmes de connexion. Ah, bon, un petit problème de Wi-Fi chez moi, j'imagine. Donc, ce que je te disais, il faudra que tu partages ton écran et tu pourras écrire ton algorithme dans n'importe quel éditeur de texte ou ton IDE préféré. D'accord. Très bien. Donc, j'écris dans quel langage? Python, Golang? Alors, pas de langage précis. Là, ici, ce qui compte, c'est la logique et pas la syntaxe. D'accord. Alors, je vais te proposer de commencer par un premier énoncé. On va jouer au bingo. Est-ce que tu connais? Alors, le bingo, oui, j'ai dû y jouer il y a 15 ans. J'avoue que ce n'est pas tout à fait frais pour moi. Ah, c'est plus trop à la mode, peut-être, effectivement. Alors, le bingo, c'est quoi? Le principe, c'est un joueur possède une grille de 5 par 5 avec des numéros. Et puis ensuite, des numéros sont tirés au hasard les uns après les autres. Et si une grille possède le numéro choisi, si une grille possède un numéro, un jeton est placé sur ce numéro-là. Et quand il y a une grille ou une colonne qui est complète, c'est gagné. Et voilà. D'accord, je vois l'idée globale. Ok. Je viens de te transmettre un scud d'un programme. Est-ce que tu peux partager ton écran? D'accord, oui, j'ai bien reçu. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tu le vois bien? Alors, ça vient. Ouais, super, je le vois. Finalement, mon Internet j'ai choisi mon IDE préféré, c'est Google Doc. Ah, c'est un très, très bonne idée, je pense. C'est un très bon choix. Alors, est-ce que tu peux me décrire rapidement ce que tu vois? Alors, oui. Alors, donc, on est dans une fonction bingo qui, a priori, ne prend pas d'argument et ne retourne rien. Et donc, dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va définir une grille. Donc, c'est le 5 par 5 que tu me disais. Et cette grille, elle vient d'une méthode qui s'appelle générer grille. Donc, je suppose qu'il va mettre tous les numéros dans la grille. Et ensuite, on a une boucle infinie.
et on va tirer du coup des numéros avec la méthode tirer numéro. Et à partir de ce numéro et de la grille, on va cocher le numéro du coup qui a été tiré dans la grille. Et donc, ce qu'on nous dit là, c'est que si le numéro est trouvé, du coup, on va le remplacer en le mettant par -1 pour marquer le fait qu'il ait été coché. C'est exactement ça. Et enfin, je vais vérifier si ma grille est gagnante, donc selon les conditions que tu me donnais, si tous les numéros de la ligne de la colonne sont cochés. Et si c'est le cas, j'affiche bingo et c'est la fin de l'algorithme. OK, c'est exactement ça. Et donc maintenant, parmi les différentes fonctions que tu vois en gras ici, je te laisse choisir une fonction pour laquelle tu devras écrire l'algo. Alors, générer grille, c'est pour générer la grille de… Je vais prendre tirer numéro. Tirer numéro, ça a l'air facile. Choisir un numéro, je dois pouvoir le faire. Ah oui, mais attention, hein, je peux inventer des règles, hein, comme le numéro doit être un nombre premier, par exemple. Ah bah non, alors non, je veux que les noms premiers, j'ai déjà donné. Je vais plutôt choisir vérifier gagnant. OK, mais bon, ça me paraît quand même un peu trop facile. Alors, je te propose une petite difficulté supplémentaire. En entrée, tu n'auras pas une matrice de 5 par 5, mais une simple liste. Les 5 premiers éléments de la liste forment la première ligne, les 5 suivants la deuxième, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, la grille, c'est une liste de 25 éléments. C'est ça. D'accord. D'accord. Je te laisse faire commencer ça. alors. Alors, du coup, d'accord, je pars. Donc, je pars pour mes éléments. Alors, déjà, pour qu'on sache avec quoi on travaille, hein, je te propose de commencer par la signature de la méthode. Au moins, on sait ce qu'on a en entrée et en sortie. Oui, d'accord. Comme ça, on verra mieux de quoi on parle. J'ai la méthode vérifier gagnant. Et donc, ce qu'elle prend en entrée, c'est une grille. Et donc, on a dit une liste de 25 éléments. Tout à fait. Et en sortie, je veux juste savoir si ma grille est gagnante ou pas. Donc, je vais retourner un booléen. Exactement. Parce qu'on voit dans le squelette plus haut qu'on check avec le if, si vérifier gagnant, retourne donc absolument un booléen. D'accord. Ok, je te laisse continuer. N'hésite pas à commenter ce que tu fais. D'accord, d'accord, ce sera plus parlant. Alors, donc mon idée, ça va être de dire, en fait, je vais parcourir ma liste et je sais que les numéros qui ont été cochés, ils sont passés à -1. Donc, en fait, je vais compter les -1 et si j'en ai 5, du coup, ça veut dire que ma grille, elle est gagnante. Ok, Donc, je te laisse partir sur cette idée. Donc, je vais initialiser un compteur qui va être à 0. Donc, je vais parcourir en fait directement les éléments dans ma grille. Et si je trouve du coup un élément qui est égal à -1, je vais incrémenter mon compte en fait. Sinon, ça veut dire que du coup, j'ai fini en fait ma continuité d'éléments à -1, donc je vais repasser mon compte à 0 pour dire il faut que je reparte de 0 parce que j'ai un élément qui n'a pas été coché. Et donc, je vais faire ça, et dès que j'ai un élément, dès que mon compte en fait il est égal à 5, ça veut dire que j'ai trouvé 5 éléments qui suivent, qui sont cochés, ça veut dire que j'ai gagné. Donc, je peux afficher en fait bingo. Ok. Et voilà, ce serait l'idée sur laquelle je partirais. J'avais dit que c'était un booléen que je retournais. Donc je vais retourner exactement. Et à la fin, je retourne false si j'ai rien. Exactement. À ce niveau-là, effectivement, il faut retourner un booléen pour savoir si on a gagné ou perdu. Mais c'est une première idée, effectivement, mais ne penses-tu pas qu'il y a un petit problème encore quelque part dans ton algorithme? Parce qu'en fait, tu considères que c'est gagné s'il y a 5 numéros qui se suivent. Or, dans ton cas, ils ne sont pas forcément sur la même ligne. Tu peux en avoir 2 à la fin de la première ligne, par exemple, et 3 au début de la deuxième, et ta méthode considérera que c'est gagné. Oui, effectivement. Donc oui, il faut que je regarde en fait à chaque ligne. Il faut que je regarde ligne par ligne. Donc je peux pas me contenter de parcourir toute la grille. Ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est regarder tous les débuts de ligne. Donc, par exemple, le premier début de ligne, il est à 0. Donc, il faut que je m'arrête à la fin de ma grille. Et donc, je vais incrémenter de 5 à chaque fois. Ok. Donc, comme ça, en fait, je vais prendre le premier élément de la première ligne, le premier élément de la deuxième ligne, le premier élément de la troisième ligne, etc. Et ce que je vais faire, du coup, c'est une deuxième boucle pour parcourir tous les éléments de la ligne. Donc, je vais faire for élément in grille. Et donc, je vais prendre entre i et plus 5. Ok, très bien. Et on peut prendre ce raccourci pour cette syntaxe. Ok, on comprend bien. Du coup, si mon élément il est égal à -1, je vais continuer à faire mon compte plus. Sinon, je remets mon compte à 0. Et
donc, quand j'ai parcouru ma ligne, si mon count est égal à 5, j'arrive plus à faire des petits problèmes avec mon idiot, j'ai pas les. Ah, c'est pareil. Il n'est pas au top cette Donc, si idée. mon compte il est égal à 5, je retourne true. À la fin, du coup, à la fin de mon parcours, voilà. OK. Alors, est-ce qu'on peut optimiser encore un peu cet algorithme? Alors là, on va parcourir la grille, on trouve des éléments, on incrémente. Ouais. S'il n'est pas incrémenté, on recommence à 0. Oui, bah oui, parce que du coup, là, en fait, puisqu'on a trouvé un élément qui n'était pas coché dans la grille, en fait, on peut dire, dans la ligne, ça ne sert à rien de continuer à parcourir la ligne, on peut directement passer à la ligne suivante. Exactement. Une façon de faire, ce serait par exemple de faire un break pour dire je sors de ma deuxième boucle et je retourne dans la première pour passer à la ligne suivante, en fait. Et du coup, ton compteur égale 0, tu l'initialises au tout début avant de commencer la boucle. Il faudra peut-être le remettre à 0 quand tu recommences une nouvelle ligne. Oui, je peux le faire, oui, effectivement, sinon je vais avoir des soucis. Donc, il faut que je le fasse à chaque début de ligne. Exactement. D'accord. OK. On est pas mal, mais il me semble qu'il y a encore une petite erreur. Est-ce que tu es sûr de ta première boucle for? Alors, ma première boucle for, donc je vais la parcourir pour savoir. Je fais i égale 0, égale 5, i égale... Ah non, parce que je vais faire aussi i égale 25, donc c'est-à-dire que je vais parcourir une sixième ligne qui n'existe pas. Donc, je vais avoir une erreur, il faut que je m'arrête avant. Okay. Strictement inférieur à 25, on est très bien comme ça. Voilà. Okay. Oui, donc là, je pense qu'on est pas mal. Par contre, dans l'énoncé, on précisait que c'était gagné pour une ligne et aussi pour une colonne. Alors que là, on n'a fait que la ligne, a priori. J'ai fait que les lignes. Donc, je vais faire une première version où je vais parcourir du coup les lignes et les colonnes séparément. Donc voilà, je vais dire ça c'est le test pour les lignes et maintenant je fais le test pour les colonnes. Donc le test pour les colonnes, je vais faire la même idée. En fait, je vais dire que je vais parcourir chaque premier élément de chaque colonne pour parcourir ensuite le reste de la colonne. Donc là, j'ai parcouru toute la ligne. J'ai aucune ligne qui est. Si j'arrive là, c'est que j'ai. Il faut que j'enlève mon retourne false. Si j'arrive là, c'est que j'ai aucune ligne qui a été cochée, enfin qui a été entièrement marquée. Donc maintenant, il faut que je teste les colonnes. Donc je vais prendre for. Donc là, je suis sorti la première boucle, donc je peux reprendre i. For i égale 0. Ce que je vais faire là, les premiers éléments de chaque colonne, du coup, c'est la première ligne. Donc c'est i inférieur à 5 et i plus plus. Comme ça, j'ai tous les premiers éléments en fait de chaque colonne. Et de la même façon, je vais faire une deuxième boucle dedans. En fait, alors il faut que j'initialise mon compte, égale 0. Et je vais faire une boucle dedans. Prenons j. Alors je vais prendre j égale i, pour prendre le premier élément de la colonne. Tout à fait. Il faut que je m'arrête toujours avant la fin de ma grille, donc avec un inférieur strict. Et je vais incrémenter mon j de 5 éléments à chaque fois pour prendre en fait l'élément suivant dans la colonne. Donc ce que je vais dire, c'est que si grille de j est égale à -1, je vais refaire en fait ce que j'ai fait au-dessous. Voilà. Hop. OK. Il manque mon if count. Ouais, si on arrive à 5 éléments, c'est gagné aussi. Dans ici, à la sortie de ma boucle, quand j'aurai parcouru tous les éléments, et à la fin, je retourne false si j'ai ni les lignes ni les colonnes qui sont cochées. OK, c'est très bien. Apparemment, on a un algo qui fonctionne et qui répond aux problèmes posés. Après, il y a différentes façons d'aborder le problème. N'hésitez pas à proposer dans le chat des idées. Et toi, Simon, comment ça va alors? Eh ben, ça va. J'avoue qu'en fait, le fait de l'avoir construit ensemble, ça m'a permis de communiquer avec toi, de voir là où je bloquais et puis d'avancer. Donc, merci de ne pas m'avoir laissé seul devant mon bout de papier. Ça m'a permis d'avancer. Mais avec plaisir. Le principe, c'est du pair programming, c'est de construire une solution ensemble et de ne pas te laisser te perdre quelque part dans des fausses pistes. Super. Par contre, il y a un truc qui me chagrine quand même, c'est que je ne suis pas hyper fan d'avoir fait un copier-coller. Pour moi, c'est peut-être signe d'une optimisation. Et pareil pour le fait d'avoir la dimension, par exemple, de la grille en dur avec à chaque fois 25 éléments. Je me demande si on ne pourrait pas faire quelque chose de variable avec plus d'éléments, par exemple, tant qu'on a un carré parfait. Ce serait possible qu'on travaille dessus ensemble? Avec plaisir, on peut continuer sur le sujet, mais hors caméra, parce que maintenant, c'est Laura et un autre Guillaume qui vont présenter un retour d'expérience sur les évaluations, sur l'algorithmie. D'accord, merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole à Guillaume. Merci. Alors, je vais juste attendre que Laura arrive aussi. Oui, salut. Ouais, super. Salut.
Rapidement, alors moi je suis Humbert Guillaume, je suis développeur advocate chez Sphere. Alors je travaille dans l'agence de Luxembourg. Voilà, ça fait 11 ans que je suis chez Sphere maintenant, donc ça fait un petit moment déjà, et ça fait déjà 7 ans que je fais passer les playoffs, pour le recrutement chez nous dans la maison. Et donc voilà, je suis plutôt un développeur back-end et je fais pas mal de cloud aussi sur le côté. Voilà pour moi, je te laisse la parole, Laura. Bon, je suis Laura, salut tout le monde. Bon, je suis développeuse chez Sphere il y a une année et quelques mois. Moi, en total, j'ai vers 6 années d'expérience. Je suis full stack developer, mais je travaille plutôt sur la partie back-end avec des technologies comme Java, comme Spring, toute la partie Spring. Et maintenant, je travaille dans une mission dans une banque. Et je pense que c'est tout pour moi. Ouais, c'est super. Écoute, ce que je te propose, Laura, c'est de discuter un petit peu autour de l'algo, hein. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de points qu'on va pouvoir un peu aborder, et surtout voir effectivement quel est l'intérêt de faire passer des tests d'algo pour une société comme la nôtre, et puis surtout quelle est la place de l'algo en fait dans notre travail de tous les jours. Déjà, à ton avis, toi qui as passé les tests maintenant il y a un an et quelques, qu'est-ce que tu penses d'avoir des tests d'algo dans un processus de recrutement? En fait, comme j'ai quelques années d'expérience, je peux te dire quand j'ai commencé à travailler, c'était plutôt, comment dire, j'ai évité de prendre des tests d'algo parce que je pensais que le résultat d'un test d'algo, c'est soit blanc, soit noir. J'ai eu peur vraiment. Et enfin, j'ai décidé de passer quelques-unes. Et après, en fait, j'ai compris un peu comment ça marche. Et je pense maintenant que c'est passer un test d'algo, c'est plutôt comme la vraie vie d'un ITiste, en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça nous arrive très souvent qu'on a des soucis de production. Et en fait, c'est quoi un souci de production? C'est un problème qui se définit et pour lequel on essaye vraiment de trouver notre meilleure solution. En plus, comme on a vu juste avant, je pense que c'est une belle opportunité aussi parce que dans un test d'algo, ce n'est pas un monologue. On a vraiment un dialogue avec le recruteur. Il y a une belle opportunité là de se clarifier des points même. Et moi, j'ai découvert ça pour moi-même aussi. Et moi, j'ai découvert aussi que moi, j'aime les problèmes IT parce que même si des fois c'est stressant, surtout si c'est de la production, ce sont les moments où on apprend le plus en fait. Et je pense que toi, tu es un peu comme moi. Et parce que vu que tu passes des tests d'algo il y a cette année déjà, pourquoi tu penses qu'ils sont toujours d'actualité, les tests comme ça? Ouais, alors effectivement, moi, ça fait déjà 7 ans que je fais ça et alors, je m'ennuie pas du tout, hein. Effectivement, tu as raison. J'aime bien aussi la résolution des problèmes, hein. C'est un des points qui, je pense, qui nous lie tous un peu dans l'IT quand même, hein, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à devoir régler des soucis. Et, ce qui est super sympa avec l'algo en général, hein, c'est que l'algo, c'est vraiment un moyen de communication, hein. Quelque part, entre deux développeurs ou entre plusieurs développeurs, c'est vraiment le moyen de poser sa réflexion sur quelque chose pour résoudre un problème. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est pas attaché à une technologie. Donc typiquement, un développeur qui fait du front et un développeur qui fait du back, qui fera du Java, qui fera du JavaScript, typiquement, ces deux personnes voilà, n'ont forcément le même langage de discussion. Par contre, ils peuvent parler ensemble sur un problème commun, parce que oui, depuis peu, on écrit de vrais algos en JavaScript. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. Donc voilà, ça leur permet aussi de partager ce côté-là, quoi, hein, de pouvoir partager un sujet, de voir comment est-ce qu'on pourrait résoudre la problématique. Donc ça, c'est super intéressant. Et apporter ça au test d'algo, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de voir comment la personne va raisonner. Ce que nous on essaie toujours de trouver durant tous nos tests, c'est de se dire, OK, est-ce que la personne-là, on aimerait travailler avec elle? Et en fait, la façon de pouvoir voir raisonner un candidat, ça nous permet de nous dire, OK, cette personne-là, j'aimerais bien travailler avec lui, c'est intéressant. Voilà, sa façon de résoudre les problèmes est intéressante et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment top. Et puis l'algo, on va le retrouver vraiment dans tous les arcs de l'IT maintenant, hein, que ce soit du big data jusqu'au front, hein, on en a vraiment partout. Donc on a vraiment besoin, moi je pense, de cette partie-là, quoi. Et par contre, on entend souvent que on n'a plus besoin vraiment de l'algorithmique dès qu'on monte en expérience, hein, dès qu'on commence à avoir de la bouteille, hein, et qu'on maîtrise les technologies sur laquelle on est. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Laura. Est-ce que tu penses vraiment
il n'y a plus besoin d'algorithmique une fois que l'expérience, une fois qu'on a pris de l'expérience, quoi. En fait, je peux commencer par dire parce que je pense vraiment qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. Même si on est junior, même si on a de l'expérience, je pense qu'il y a toujours de la place. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. On peut apprendre des nouvelles technologies, on peut devenir des experts sur certaines technologies. Et je peux dire même que c'est très simple à faire de l'IT aujourd'hui parce qu'on a tout ce qu'il faut sur l'Internet, on peut chercher et voir tout ce qu'il faut. Mais en fait, je pense que c'est un peu plus compliqué de faire de l'IT bien. Et je veux dire quoi par ça? En fait, en termes de développeur, je veux dire que c'est un peu, pas difficile, mais plus compliqué d'écrire du code qui est lisible et surtout du code qui est plus performant. Et comment on écrit du code qui est performant? On écrit du code qui est performant en apprendre et à voir exactement qu'est-ce que ça veut dire les librairies qu'on utilise et vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Et ici, je peux donner un simple exemple. Des fois, on utilise très souvent la structure HMAP. Et en fait, je pense que c'est une structure qui existe sur plusieurs technologies. Mais en fait, c'est l'algo qui va nous dire, écoute, c'est bien d'utiliser le HMAP, mais il est utile surtout quand on fait qu'est-ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir quelle fonction choisir pour bien distribuer les éléments pour que ça soit performant en fait. Et ça, c'est un très, très bon exemple. Et par contre, j'ai une autre curiosité pour toi, parce que comme j'ai passé les tests d'algo, quand je suis arrivée vraiment, j'attendais recevoir un seul problème et on discutait sur ce problème-là. Mais en fait, je me suis retrouvée avec plusieurs problèmes qui ne sont pas très compliqués. Pourquoi cette stratégie de tester quelqu'un? Ouais, alors effectivement, les algos qu'on a, on a pu le voir avant, par exemple, avec le bingo, c'est pas forcément des algos qui sont très mathématiques ou qui demandent une logique très poussée, hein, c'est pas forcément le besoin. On considère chez Sphere qu'il y a un socle de connaissances à avoir, hein, de logique et de manipulation algorithmique, mais l'idée, c'est toujours pareil ici, hein. L'idée, ça va être de pouvoir communiquer et de pouvoir, autour d'un algo, hein, de pouvoir vraiment voir un peu comment ça fonctionne autour de ça. On a eu un bel exemple avant. C'est vraiment du dialogue, hein. Et surtout, ce qu'on aime aussi, c'est que on aime pouvoir poser plusieurs exercices, hein. Typiquement, voilà, si à la base, l'exercice d'algo chez Sphère, c'était comment est-ce que je fais pour parcourir un arbre rouge et noir le plus vite possible. Voilà, si on ne sait pas ce que c'est un arbre rouge et noir, et typiquement, c'est pas une techno c'est pas quelque chose qu'on utilise forcément tous les 2 jours. Voilà, la personne risque d'être frustrée, de ne pas forcément réussir son exercice. Et finalement, nous, on va aussi louper un peu on va louper un peu le coche parce que quelque part, on voulait voir comment la personne raisonnait et comment elle fonctionne. Alors, on a différents niveaux, hein. On a des exos, on peut augmenter un peu le niveau pour s'amuser un peu plus quand les candidats sont vraiment très bons. Par contre, voilà, le socle d'exercice est quand même fait pour laisser toute la latitude aux gens de s'exprimer et nous aussi de pouvoir nous faire une idée sur la personne. Alors, comme on est chez Sphère, hein, et qu'on aime quand même les challenges, eh ben, on a quand même cet algorithme, hein, qu'on envoie à la maison et qu'on vous propose de travailler avant à la maison et de venir nous le présenter, hein. Typiquement, c'est le cas du GOH qu'on a vu avant. Alors là, on est sur des algos qui sont un peu plus compliqués et pour lesquels il y a des solutions un peu plus ad hoc. Je suis sûr que ça, c'est quelque chose qui t'aurait plu, enfin, qui te plairait, Laura. Parce que voilà, si tu aimes les algos un peu plus complexes, celui-là, c'en est quelque chose on donne des algos qui sont un peu plus compliqués et sur lesquels on va vraiment pouvoir parler, quoi. Oui, effectivement, en fait, bon, si on parle de l'algorithmique, le but de l'algo, c'est vraiment de répondre aux problèmes plus complexes. Et alors, oui, même si quelqu'un ne peut pas trouver peut-être la meilleure solution, parce que je pense que ça, c'est le challenge le plus gros quand on parle d'une problématique complexe. Je pense que, bon, on peut toujours faire du progrès en partageant notre idée ou notre algo avec quelqu'un et d'initier une discussion avec ça. Et si on pense un peu mieux, tous les systèmes qu'on utilise aujourd'hui, même chaque jour, en fait, ce ne sont pas des systèmes où on fait juste des opérations crudes. Il y a des algorithmes dedans. Alors, la prochaine fois que vous avez de la chance, bon, mon avis sera de sortir de la zone de confort et d'essayer de prendre un test d'algo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, super. Ben, je pense que là, on arrive à peu près à la fin. On va peut-être passer aux questions, je pense. Ouais, Vanessa, je te donne la super. main.
Merci beaucoup, c'était très intéressant ces partages d'expérience. Est-ce que Jérôme et Guillaume, vous pouvez tous du coup venir? Et donc, on va regarder. Donc, n'hésitez pas là à poser vos questions. Si vous avez des questions sur l'algo, sur notre process de recrutement chez Sphère, etc. Donc, on va regarder un petit peu. Bonjour. L'algo que vous envoyez au candidat, s'agit-il d'un algo avec chronomètre type coding game? Question de Yacine. Guillaume, si tu peux. Ouais, je peux peut-être répondre à celle-là. Alors non, pas du tout. Là, pour le coup, on essaye vraiment, mais alors vraiment pas d'avoir quelque chose qu'on essaie de timeboxer, hein. L'idée, c'est qu'on vous le donne avant. C'est en fait une autre façon, hein, de présenter aussi l'algorithmique. Parce qu'en général, un algo, OK, il y a une problématique. On peut trouver des résultats sur Internet. L'idée aussi, c'est de pouvoir le comprendre et pouvoir le restituer, hein, et l'expliquer. Donc, c'est vraiment ce principe-là qu'on essaie de chercher. En plus, les petits quiz, enfin, les problèmes qu'on essaie de vous faire résoudre dans ces cadres-là, et dans ce cadre-là, ce sont vraiment des exercices où vous pouvez proposer votre propre solution ad hoc en général. Donc voilà, il y a différentes solutions, il y a des choses qui existent, hein, il y a des algos, voilà, qu'on peut retrouver très facilement. Vous pouvez aussi faire vos solutions ad hoc qui iront bien avec. Et l'idée, c'est de pouvoir en parler avec le recruteur, hein. Toujours pareil, nous ici, l'idée, on essaie vraiment de privilégier l'échange et on veut pouvoir discuter avec vous et voir votre façon de raisonner et de penser. Donc voilà, il n'y a pas de timeboxing là-dessus. OK. Je me permets de Alors, compléter, parce que je vois des questions là sur est-ce qu'il faut la solution justement obligatoirement pour pouvoir passer le test. Moi, je fais passer les tests donc sur une autre partie de nos payoffs qui est sur la plateforme. Et oui, qui parce a la que même. Voilà. juste, je rajoute là-dessus. Donc, le process de recrutement chez Sphère, en fait, c'est 3 tests en pair programming. Donc, avec à chaque fois 3 sphériennes ou sphériens donc différents, un test en algorithmique, un test en framework et un test en langage. Et vous choisissez le langage et le framework que vous maîtrisez le plus. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est un échange qui s'effectue, ce qui vous permet, vous aussi, de parler avec les évaluateurs et de pouvoir parler aussi de sphère. Donc, je te laisse du coup continuer là-dessus. Donc, toi, tu dis que tu fais faire des tests en framework, c'est ça? Voilà, ouais, tout à fait. Et ça m'arrive du coup de finir sur des tests qui sont concluants pour moi, alors qu'on n'a pas vu la moitié finalement du contenu. Mais ce qui est important, c'est voilà, c'est demain, une personne qui a rejoint une entreprise comme Sphère, c'est quelqu'un qui va se reprocher un client, qui va se trouver tout seul. Et ce qu'il y a besoin, c'est pas que des compétences techniques, c'est des compétences humaines, c'est des compétences c'est moi, c'est ce que je dis à nos commerciaux, c'est que finalement, on est même plus important qu'eux, finalement, dans la relation client, parce que c'est au quotidien où nous, là, on va vendre notre savoir-faire. Et du coup, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que ces étapes-là, même si c'est des étapes qu'on pourrait dire techniques, elles sont très cruciales, finalement, dans la façon de travailler, finalement, avec nos clients aujourd'hui et demain. D'accord. Donc, j'ai une question de V Breton. Si on ne maîtrise pas de framework, c'est mort. Donc, ça dépend aussi si tu es dans un métier du cloud ou de la data, mais enfin, je vous laisse répondre. Ouais, je peux peut-être répondre pour ça. Alors pour la partie framework, hein, ou langage, c'est vous qui choisissez avant, hein. Donc c'est-à-dire que là pour le coup, nous effectivement, on a un panel de technologies, on va dire à peu près core, hein, voilà, dans lesquelles on va essayer de voir un peu votre niveau. Mais clairement, c'est vous qui décidez. Il faut surtout pas venir choisir framework Spring si vous avez jamais fait de Spring avant. C'est pas forcément là l'intérêt. Là clairement, on veut pouvoir aussi discuter avec vous du framework, voir comment vous l'utilisez dans un écosystème. Donc là, c'est important de le connaître. Mais là pour le coup, ça vient de vous, hein. Le langage et le framework va venir de vous, hein, clairement. OK. Est-ce que le langage Swift d'Apple vous intéresse? Qui peut répondre à ça? On n'aura pas forcément la bonne casquette, peut-être, pour pouvoir répondre à cela. Je sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a des offres. Enfin, c'est comme toujours, ça dépend de l'offre et la demande. Et là, je suis pas sûr qu'on soit forcément les. Typiquement, nous, à Luxembourg, par exemple, on ne fait pas de Swift. On n'a pas de clients, on n'a pas de... Voilà, c'est une technologie qu'on utilise, mais alors pas du tout. J'en ai fait pendant un titre perso, je trouve que c'est un beau langage, j'aime bien, mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas de use case pour ça, quoi. Donc voilà, moi, je le connais qu'à titre perso, typiquement à cause de ça.
Question, selon vous, c'est quoi la différence entre l'algorithme et l'implémentation de cet algorithme? Je peux tenter d'apporter quelques réponses, telles que l'algorithme en tant que… C'est une question difficile, hein. Enfin là, c'est pas métaphysique, mais on s'en rapproche. Peut-être que l'algo, c'est peut-être quelque chose qui peut être théorique, on va dire, où on s'affranchit de toute contrainte. On va dire, ben voilà, mathématiquement, pour répondre à ce problème, il faut faire cette direction-là. Et après, l'implémentation, ben, on va prendre en compte les contraintes selon les fonctionnalités offertes par le langage avec lequel on travaille, la plateforme vers laquelle on se dirige. Est-ce que c'est de l'embarquer ou est-ce que c'est un gros système? Enfin, voilà, je pense que c'est ça qui va faire en sorte, qui va permettre de tuner ou non l'algorithme dans une direction ou l'autre. Voilà comment je répondrai à cette question. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent essayer de compléter, mais c'est une question compliquée peut-être. Est-ce que vous utilisez les algorithmes au quotidien? Bon, ça dépend. Parce que moi, je pense que moi, j'utilise la partie algorithmique chaque jour parce que je vous dis, bon, comme j'ai dit, on a souvent des soucis de production. Et là, c'est la partie analytique qui nous a montré, qui nous a montré la compétence algorithmique qui m'aide à résoudre les soucis, en fait. Même si je n'écris pas peut-être du sort, je ne sais pas, des algorithmes, mais ça m'aide à résoudre les soucis. Et puis un point qui était super intéressant, hein, que tu disais, Laura, que tu disais avant, c'est qu'en fait, l'algorithmique, en réalité, vous en faites, je veux dire, on vous en faites tous les jours. Typiquement, ne pas faire, enfin, je veux dire, vous prenez tout le temps le temps de comprendre ce que vous faites. C'est d'autant plus caché, et c'est ce que tu racontais typiquement avant avec la HMAP, par exemple, Laura, je trouve, c'est très représentatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut juste utiliser une HMAP parce qu'on sait que ça existe et que c'est super bien, que les values, ok, voilà, on voit tous le concept. Demain, si vous voulez l'utiliser correctement, il y a quand même des algorithmes derrière, hein. Voilà, vous avez besoin du hashcode, vous avez besoin de tout ça. Il y a besoin de savoir comment ça fonctionne. Et typiquement, l'algorithme va vous aider là-dedans. C'est ça qui va vous permettre vraiment je dirais même de step up, hein. Si vous avez commencé par apprendre des langages avant l'algorithmique, c'est cette connaissance de l'algo qui va vous permettre de comprendre comment réellement toutes les API de vos frameworks fonctionnent. Sans ça, c'est compliqué. Et faire de l'informatique sans algorithme, c'est quand même très très compliqué, je trouve. Voilà, même dans une API très simple, il y a forcément de l'algorithmique quelque part, quoi. Vous avez forcément écrit un if à un endroit dans votre code, voilà. Donc non, voilà, pour faire très clair, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire et on en a besoin à chaque niveau, quoi. Et on va faire une dernière question parce que du coup, le temps avance. Quelle est la différence entre le test d'algo et le test de langage? Je vais commencer la réponse. Sur le test d'algo, comme on pouvait voir un petit peu déjà avec celui qui a été fait, c'est quelque chose qui peut être résolu en pseudocode. On n'a pas d'attente sur la façon dont c'est réalisé. Alors sur le test de langage, du coup, on va s'intéresser forcément à la connaissance du langage et voir du coup la connaissance des possibles API qu'on peut avoir sur le langage en particulier. Et comment la personne on va plus facilement voir justement cette partie d'optimisation qu'on n'a pas vu sur la partie d'algo, mais sur se dire, voilà, est-ce qu'utiliser une API, ça va permettre d'optimiser du coup la rapidité d'exécution, ou alors finalement, on va utiliser… Et il y a toujours différentes méthodes pour arriver du coup à un certain algorithme dans un langage, et c'est là où on va pouvoir un peu plus creuser du coup la connaissance de la personne sur une connaissance technique plutôt que connaissance du coup logique qu'on a sur le test d'algo. Compléter, je vois une question là. Quel est le sort du candidat qui n'aurait pas réussi à résoudre le problème complexe? Alors, le test d'algo complexe qu'on a fait en début de session, ce n'est pas un test que nous, on propose lors de nos entretiens d'évaluation, hein. Là, c'était vraiment juste de montrer du live en algo. Mais ensuite, chez nous, les tests d'algo, ça se fait vraiment, comme vous l'avez vu en deuxième session, en pair programming et aussi… dites-moi si j'ai tort, vous vous adaptez aussi au niveau du candidat et vous commencez par des algos simples et vous allez de plus en plus compliqués pour aussi évaluer le niveau d'algorithmique de la personne. Ouais, effectivement, hein, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, hein. On a ce qu'on va dire un socle de base, hein, qu'on considère être de la logique assez standard et sur lesquels tout développeur est censé pouvoir répondre. Donc c'est aussi ce que je disais, hein, c'est pas que effectivement, comme disait Laura, les exos sont peut-être ont des fois l'air un peu faciles au début, mais on est capable, voilà, de monter un peu pour voilà, l'idée aussi, hein, c'est de pouvoir discuter et de pouvoir travailler sur des points intéressants. Si la personne avance trop facilement, on va augmenter un peu le challenge, c'est un peu logique. Par contre, juste pour rebondir sur l'exercice
complexes, hein, typiquement le GOH, ça fait partie des exos qu'on vous laisse travailler à la maison. Ils ne sont pas obligatoires, ils sont optionnels parce qu'on trouve que c'est un beau sujet de discussion. J'ai vu que dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, par exemple, est-ce que si on vient avec un projet et qu'on discute du projet, par exemple, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Typiquement, on peut imaginer ça comme un projet, ça vous pouvez le travailler à la maison, vous pouvez venir avec du code et on peut en discuter. Donc c'est ce côté-là qu'on recherche dans ces algos complexes, hein. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait répondre aux deux questions en même temps, hein. Mais c'est pas, l'exercice-là n'est pas rédhibitoire si vous n'y arrivez pas. On a les vrais tests d'algo après, voilà, qu'on déroule de façon standard avec un recruteur, quoi. Après, c'est vrai qu'arriver avec un algo enfin, par rapport à un projet que vous connaissez, il y a une partie importante quelque part qui est vraiment, alors dans un aspect positif, hein, je préfère le préciser, mais de quelque part d'essayer de mettre un petit peu le candidat, mais vraiment dans le positif, dans le sens où on a besoin de voir sa façon de réfléchir aussi à un problème. C'est-à-dire que ce qu'on veut tester, c'est voir comment il va se comporter demain au quotidien. On est à une difficulté, comme disait Laura, une difficulté de production, on est vendredi soir, ça ne marche pas, il faut résoudre ça avant de partir, et c'est un besoin, mais c'est vraiment pas dans le sens de mettre quelqu'un face au mur, c'est vraiment de se dire, ben voilà, demain, les problématiques, des difficultés, ça arrive et ça peut arriver au quotidien. Et c'est aussi de mettre un peu à mal, mettre en condition. On sait que c'est jamais facile l'entretien. Honnêtement, moi, la partie algorithmique, c'est une partie que j'ai pas réussi, hein. Mais pourtant, je suis chez CR parce que c'est aussi tout un ensemble, tout un bagage sur la phase d'entretien. Mais c'est normal. C'est pour voir comment on est aussi. C'est ça qui est important. Bon, voilà, et si vous avez envie de candidater, vous pouvez aussi envoyer votre profil LinkedIn ou votre CV à l'adresse recrutement@sphere.com. Et nous, comme ça, on est une vingtaine de recruteurs au niveau de recruteuses au niveau de toutes les agences. Et ça nous permettra de regarder votre profil et puis de vous répondre et d'entrer en contact avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation, pour vos commentaires dans le chat. Lisa, qui a organisé l'événement marketing chez nous, va vous envoyer un tote bag virtuel avec des ressources, des infos pour travailler votre algo. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à contacter en direct via LinkedIn les différents speakers d'aujourd'hui. Ils seront un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.